La première question est celle de Sylvie. Craignez-vous qu'une guerre se déclare entre l'Iran et le couple États-Unis-Israël? Et pensez-vous que cela puisse déboucher sur une troisième guerre mondiale? Alors, c'est évidemment une des questions les plus... Peut-être c'est la question la plus importante de l'actualité, en fait, même si elle n'est pas en premier lieu, elle n'est pas en avance sur l'ensemble des grands médias. On en parle dans les médias, ici ou là. On en parle plus sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, je crois, que dans les médias mainstream. Et pourtant, c'est une menace qui est tout à fait considérable. Alors, je ne suis pas dans le secret des décideurs, bien entendu. Qu'est-ce que l'on peut dire de façon rationnelle? Là, ce que l'on peut dire, c'est que Donald Trump a fait venir, depuis le Pacifique où il était en train de voguer, l'un des principaux porte-avions américains, qui s'appelle le porte-avions Abraham Lincoln, qui est, comme tout porte-avions américain, c'est tout à fait prodigieux. La capacité de tir, c'est quelque chose qui est 10 fois supérieur à la capacité de tir d'avion d'un porte-avions comme le porte-avions Charles de Gaulle. Ce porte-avions américain est entouré, comme il se doit, d'une véritable armada, d'une quinzaine de navires qui sont là notamment pour le protéger, puisque les porte-avions sont évidemment peuvent être victimes d'attaques par des missiles ou, ce qui est nouveau, par des drones. Alors, évidemment, c'est très impressionnant de voir cette armada qui est venue du Pacifique, qui est passée par les détroits du côté de Singapour, ensuite est sortie dans l'océan Indien et qui est arrivé où d'ailleurs? Eh bien, en ce moment, ils sont arrivés, semble-t-il, du côté de Sultanat d'Oman, mais avant le détroit d'Ormuz et non pas après. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas entrés dans le golfe dit persique ou dit arabo-persique, puisque l'Arabie revendique la nomination aussi de ce golfe. Disons, c'est ce bras de mer très important qui sépare l'Iran au nord, de l'Arabie saoudite et puis des Émirats, du Qatar, de Bahreïn au sud. Et le porte-avions américain est resté donc dans le golfe d'Oman, dans l'océan Indien, n'a pas franchi le détroit d'Ormuz. Ce qui le permet, à la fois ça le protège d'éventuels missiles iraniens, mais ça le handicape pour éventuellement aller faire des frappes sur l'Iran. Alors, c'est évidemment très spectaculaire, mais est-ce que pour autant on va déboucher sur une guerre? Il y a une rhétorique très 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 dure, mais voilà, on commence un petit peu à connaître quand même Donald Trump. On commence à connaître un petit peu d'ailleurs les acteurs de cette pièce de théâtre. C'est d'ailleurs, si j'ose dire, on avait eu la première, et là c'est la générale. Donc on a déjà vu ça avec la guerre de 12 jours. C'est quoi les principaux intervenants? Vous avez d'abord l'État d'Israël, qui est celui qui essaye d'agiter en permanence les États-Unis d'Amérique pour demander aux États-Unis d'Amérique d'intervenir afin que l'Iran ne se dote pas d'un armement nucléaire, en prétendant que l'Iran est en train de bâtir une force nucléaire et donc de produits du plutonium enrichi, etc., avec pour objectif d'avoir l'arme nucléaire pour évidemment frapper Israël. Donc c'est Israël, la rhétorique israélienne est de dire nous ne l'accepterons jamais. Ce que Israël oublie toujours de dire quand même, c'est que Israël possède l'arme nucléaire. Sur le site de Dimona, on sait qu'il y a plusieurs centaines de missiles nucléaires qui sont en Israël et qui pourraient frapper l'Iran. Donc il y a, vu d'Iran, vu du monde arabe, du monde musulman, du monde persan, vous savez que les Iraniens ne sont pas des Arabes, ils estiment, enfin en tout cas c'est comme ça qu'ils réfléchissent, en disant mais pourquoi Israël aurait le droit d'avoir la bombe nucléaire et nous non? Mais officiellement du moins, l'Iran dit qu'elle ne cherche pas la bombe nucléaire, qu'elle veut qu'elle a le droit de développer de l'énergie nucléaire, comme toutes les grandes puissances de ce monde, et donc d'avoir des centrales nucléaires. Alors, ça fait des années, on pourrait dire plusieurs décennies que cette affaire perdure. Il y a l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui normalement est censée surveiller les agissements de l'Iran. L'Iran accueille d'ailleurs
les agents de l'AIEA, alors qu'Israël n'accueille jamais les agents de l'AIEA pour aller voir ce qu'ils font d'ailleurs, soit dit en passant. Donc l'Iran accueille les agents de l'AIEA, et voilà, on n'en sait rien. Bon, globalement, il y a quand même un peu un consensus en Occident que les Iraniens ont des arrière-pensées, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'a montré la guerre de 12 jours de l'année dernière, c'est qu'en fait, l'Iran n'est pas sûr, en fait, qu'ils aient tellement intérêt que ça à développer l'arme nucléaire, puisque si une arme nucléaire qu'il y avait, et s'ils voulaient frapper l'État d'Israël, il faudrait qu'ils visent sacrément juste, puisque l'État d'Israël est un État sans profondeur stratégique, qui est très très étroit, il doit faire, à certains endroits, ça fait 40-50 kilomètres de large. Et donc, il pourrait y avoir, en cas de bombardement nucléaire énorme, eh bien, il pourrait y avoir toute une série de pays avoisinants qui seraient également frappés éventuellement par les radiations, sans compter, bien entendu, que Israël a les moyens de rétorsion avec les bombes nucléaires dont je parlais. De telle sorte que l'on a vu lors de la guerre des 12 jours qu'il semble que pendant qu'on parlait du nucléaire, et que l'attention occidentale des pays occidentaux s'était focalisée sur cette question, il semble que l'Iran, c'est certain, l'Iran s'est orienté vers une autre solution qui est le développement de missiles. Et des missiles très, très, très vite, très, très rapides, certains étant probablement des missiles hyper véloces, des missiles en tout cas à changement brutal de trajectoire. Et donc, ces missiles, on ne sait pas combien les Iraniens en ont. Ils les ont produits peut-être avec l'aide de la Russie, peut-être avec l'aide de la Corée du Nord, peut-être avec l'aide de la Chine. Mais ils les ont produits surtout d'abord et avant tout en interne, puisqu'il ne faut jamais oublier que les Iraniens, c'est un peuple immense. D'abord en volume, il y a quand même plus de 90 millions d'habitants. C'est considérable. C'est presque 50% plus nombreux que les Français, sur un territoire qui est nettement plus grand que la France. Et c'est une civilisation qui remonte à la haute antiquité, à l'époque de l'antiquité grecque, avec notamment Darius, Persépolis, enfin, je vous renvoie à l'histoire de l'Iran. Donc c'est un pays qui a une très longue tradition, très longue tradition d'intellectualisme. Et les Iraniens sont, pas tous bien sûr, mais c'est une nation qui est connue pour avoir des savants, pour avoir des littérateurs, des romanciers, des poètes tout à fait extraordinaires, des philosophes, mais aussi des ingénieurs à notre époque, y compris chez les femmes. Beaucoup de femmes iraniennes, enfin il y en a, les femmes ont accès à l'éducation, contrairement à ce que certains peuvent imaginer. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, soit dit en passant, pour une femme, il vaut 100 fois mieux être une femme vivant en Iran qu'une femme vivant en Arabie Saoudite, sans toute polémique mise à part. Alors ça veut dire que l'Iran a développé un nombre de centaines de missiles, on ne sait pas très bien, et ces missiles sont puissants, et on l'a vu lors de la guerre des 12 jours, puisqu'ils sont parvenus à déjouer le fameux dôme d'acier, ou dôme de fer, je ne sais plus, qui est censé protéger Israël, et que notamment il y a eu certaines zones, notamment le port de Haïfa par exemple, qui a été assez durement frappé lors du dernier conflit par des missiles iraniens, sans compter également très près du siège du Mossad. Alors ça c'est tout à fait nouveau parce que Israël a révélé à cette occasion une certaine vulnérabilité, ce qui pour des gens de ma génération, on était habitué à ce qu'Israël remporte toujours tous les conflits depuis la guerre de 1967, soit 1973. On avait l'impression qu'Israël remportait toujours tous les conflits. Maintenant, ça n'est plus le cas. Et là, on a vu que si l'oncle Sam n'avait pas été là, Israël aurait peut-être été singulièrement défait. Il faut ajouter à ça que l'Iran, par ailleurs, soutient des forces comme les Houthis au Yémen, ou bien également des forces dans l'environnement régional, avec des milices qui lui sont fidèles, des milices chiites, de telle sorte que l'Iran, c'est un partenaire particulièrement dangereux. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, un conflit, j'allais dire, standard. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump et les Américains restent prudents vis-à-vis de l'Iran, parce que c'est en plus de ça une tradition plurimillénaire de calcul politique.
Hein, dans le monde entier, on sait que la diplomatie iranienne, comme d'ailleurs les diplomates indiens, ce sont des gens qui sont souvent assez retors. Et ils ont plus d'un tour dans leur sac. Voilà, c'est pas le truc à l'américaine. Hein. Enfin, quoique les Américains aussi ont aussi souvent plusieurs tours dans leur sac et sont aussi très retors. Mais enfin, ceux qui ont les moins retors, c'est peut-être les Français finalement. Alors donc, donc ça veut dire que les Américains. Alors on voit bien ce qui se passe. On voit bien que d'un côté il y a Netanyahou qui est un pouce à la guerre parce que évidemment, il se maintient à son poste avec cette menace permanente qu'il fait valoir sur la population. S'il n'y avait pas eu les attentats du 7 octobre, par exemple, il devait dégager. Il était en bas des sondages, il était poursuivi pour des quantités de choses, il était en délicatesse avec la Cour suprême, et donc en maintenant cet état, eh bien évidemment, il se maintient au pouvoir. Vous le savez que Netanyahou a été reçu à Mar-a-Lago, donc dans la résidence de Donald Trump, le 30 décembre de l'année dernière. Très probablement, ils ont discuté de la situation internationale. Et dans cette situation internationale, ils n'ont pas pu ne pas discuter de la décision qui a été prise par Trump 4 jours après, c'était le 3 janvier, d'aller kidnapper Maduro, le président du Venezuela. Et beaucoup d'observateurs ont noté à cette occasion que la contrepartie de ça, c'était que les majors américaines allaient venir s'installer en Iran et que donc ce qui se cachait derrière le kidnapping de Maduro, c'était le fait que les majors américaines allaient pouvoir mettre la main sur des ressources pétrolières, ce qui pourrait avoir du sens au cas où il y aurait un conflit avec l'Iran et que ce conflit avec l'Iran se traduisait par le blocus du détroit d'Ormuz, et donc ça serait la catastrophe pour le marché pétrolier mondial. Vous comprenez le raisonnement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc un certain nombre d'observateurs se sont dit, en fait, c'est un billard à 3 bandes. Donc en fait, Netanyahou est allé demander à Trump, fin décembre, une intervention sur l'Iran. Trump a commencé à aller dans ce sens en intervenant sur le Venezuela. Ce qui n'était peut-être pas formellement une demande de Netanyahou, mais en tout cas ce qui lui permettait de régler deux problèmes à la fois. D'une part, de se débarrasser de Maduro qui l'énervait, d'autre part, de permettre aux compagnies américaines de prendre pied sur un marché pétrolier et donc d'assurer, même en cas de conflit en Iran, d'assurer que les États-Unis conserveraient un accès à des ressources pétrolières très importantes. Et accessoirement, pourraient en priver la Chine, puisque c'est le principal acheteur, c'était la Chine. Voilà. Alors, il se trouve que d'ailleurs, lorsque l'opération a été déclenchée, le premier État du monde à avoir applaudi Trump pour avoir kidnappé Maduro, ça a été justement Israël. Et il se trouve qu'actuellement, on ne parle pas beaucoup de la situation au Venezuela, qui évolue d'une façon assez étonnante, mais qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que finalement, les Américains ont trouvé un moyen, une espèce de terrain d'entente avec la présidente chaviste, qui est Madame Rodriguez, qui était la vice-présidente et qui a succédé à Maduro. De telle sorte que moi je pensais qu'on était peut-être à la veille d'un enlisement américain au Venezuela, mais en fait il semble que les Américains soient finalement restés assez réservés. Ils n'ont pas touché à l'appareil d'État au Venezuela. Le Venezuela, madame, elle a fait la part des choses, donc elle a donné son accord pour que les entreprises pétrolières américaines, justement, viennent se réinstaller. Et puis on en est un peu là. Elle a fait un scandale, vous l'avez peut-être noté, il y a 2 jours, en disant qu'il y en avait assez de recevoir des directives de la part des États-Unis, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais enfin, on a l'impression que, et ça c'est vraiment un petit fil rouge qu'il faut avoir sur Trump. Et il faut toujours appliquer ce fameux analecte de Confucius, vous savez, qui disait écoutez les paroles, mais observez les actes. Or, quand on écoute les paroles de Trump, on a l'impression d'avoir affaire à une espèce d'histrion, à un type qui dit tout et n'importe quoi, qui part en guerre contre tout le monde, qui veut bouffer le monde entier, etc. Et puis en pratique et concrètement, on s'aperçoit que le soufflet se dégonfle pour parvenir finalement à des choses qui sont, je vais dire, relativement modérées et pragmatiques. J'ai bien dit relativement.
Hein. Rappelez-vous, quand les États-Unis sont intervenus à côté d'Israël en Iran, il y avait des gens qui disaient que ça allait être la guerre mondiale. Hein. Eh bien, en définitive, Trump a bombardé, mais sans atteindre, quoi qu'il en dise, les zones les plus sensibles militaires de la République islamique d'Iran, qui se situe à moins 500 mètres, moins 600 mètres sous le sol, alors qu'il a envoyé des missiles qui faisaient des cratères de 50 à 60 mètres, ce qui est déjà considérable. C'est le premier étage de la Tour Eiffel. Mais enfin, contrairement à ce qu'a dit Trump, c'est pas vrai qu'il a détruit l'ensemble de l'armada iranienne, pas du tout. Et il a très très vite sifflé la fin de partie. Et on voit bien qu'il y a eu une chorégraphie, puisque rappelez-vous que l'Iran est allé bombarder la base américaine qu'il y a au Qatar, non sans avoir auparavant prévenu les Américains qu'ils allaient le faire. Et donc les Américains ont retiré leurs soldats de la base militaire, les Iraniens ont bombardé une base qui était vide, et après les soldats américains sont revenus, et Trump a remercié le guide suprême de la révolution, l'ayatollah Khamenei, qui a succédé à Khomeini, lui l'a remercié pour sa bonne compréhension. C'est vraiment très 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 étrange. Donc on voit bien que Trump, il a les demandes de Netanyahou, mais il les entend, mais pas que. Il n'a pas que Netanyahou. Il y a aussi l'État profond américain. L'État profond américain qui est constitué de relais de la politique israélienne, notamment l'AIPAC, le fameux lobby ultra-puissant d'Israël aux États-Unis, American Israel, je sais plus quoi, voilà. Donc c'est le lobby israélien aux États-Unis. Mais il y a aussi des puissances d'argent. Il y a aussi le complexe militaro-industriel qui se frotte les mains à l'idée qu'il puisse y avoir un nouveau conflit et de nouvelles commandes. Donc tout ça, Netanyahou, l'AIPAC, le lobby militaro-industriel sont des gens qui poussent au crime, si j'ose dire, poussent à l'intervention militaire. Il y a aussi un lobby iranien. Il y a quand même pas mal de réfugiés iraniens qui sont aux États-Unis, et parmi eux un certain nombre de suppôts du fils de Mohammad Reza Shah Pahlavi, le dernier empereur d'Iran, donc de Reza Pahlavi, qui, vous l'avez vu d'ailleurs ces jours-ci, est arrivé pour expliquer que les Iraniens voulaient de lui. Or, Trump, finalement, n'a pas soutenu Reza Pahlavi. Il l'a laissé parler, comme il laisse parler Corina Machado, la prix Nobel de la paix vénézuélienne, mais finalement, Trump n'a pas poussé la prix Nobel vénézuélienne, et pareil pour Reza Pahlavi, parce qu'il aurait dit à ses proches, de toute façon, qu'il ne représente pas grand-chose. Ce qui est vrai. C'est-à-dire que Trump, il n'est pas dingo, hein. C'est quand même quelqu'un qui voit bien quels sont les rapports de force. Et il a écrit, je crois dans les années 2000, enfin il y a au moins 25 ans, il a écrit quand il était un businessman, un bouquin où il expliquait que ça s'appelait l'art du deal, l'art des négociations commerciales, où il expliquait qu'il fallait toujours commencer par frapper très fort pour tétaniser les gens et après revenir derrière pour finalement aboutir au bout du compte à avoir fait une des progressions. C'est un art de la négociation. Ils ne sont pas le seul à le faire. J'avais eu l'occasion de connaître des négociations avec les Chinois qui agissaient de la même façon, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Et donc là, on est dans un scénario qui pourrait très bien être celui-ci, c'est que il menace l'Iran en montrant ses muscles, mais il n'a pas forcément envie, moi à mon avis, il n'a pas envie du tout d'entrer en conflit. Il n'a pas envie d'entrer en conflit, pourquoi ? D'abord parce que je pense que c'est quelqu'un qui a très envie de rester dans l'histoire de son pays comme un homme de paix. Il n'a que ça à la bouche, hein. Il nous dit de façon permanente qu'il a réglé 8 conflits, que quand même il saute un peu vite à la conclusion. Enfin, il le dit. Il a créé son Conseil de la paix qui consiste en fait à essayer de court-circuiter l'ONU pour s'ériger comme une espèce de roi du monde qui est celui qui organisera la paix, parce que le personnage quand même n'est pas particulièrement caractérisé par son humilité. Et ça, voilà, c'est quand même un petit peu la folie des grands nobles. Enfin, il n'en demeure pas moins qu'il a lancé son truc en invitant 60 pays. Il y en a quand même 19 qui ont accepté. Hein, donc c'est un bulldozer.
Et il veut rester certainement comme un homme de paix. Je pense que il est possible d'ailleurs qu'il est possible qu'il ait des idéaux chrétiens quelque part. Enfin, en tout cas, il les affiche et qu'il ne se sente pas à l'aise avec l'idée de rester dans l'histoire comme un homme, comme un tyran sanguinaire. C'est possible que ce soit comme ça. Dans ces conditions, on voit bien que il est obligé à la fois de donner des satisfactions à Israël compte tenu du poids du lobby israélien aux États-Unis, à Netanyahou, du poids du lobby israélien dans les médias, mais aussi à l'État profond américain, mais aussi au complexe militaro-industriel. Donc il est obligé de donner des satisfactions à tout ça, mais aussi il n'oublie pas qu'il a été élu. Et il a été élu par une majorité d'Américains qui ne veulent plus entendre parler d'intervention militaire à l'étranger, considérant que tout ça, ça coûte des sommes folles, qu'on a dépensé des centaines de milliards de dollars du contribuable américain, et souvent, en tout cas, enfin, c'est le discours d'un Tucker Carlson, qui est quand même extrêmement écouté aux États-Unis, et que, finalement, la protection de l'Ukraine, la protection de l'État d'Israël coûte des sommes mirobolantes, et qu'il faudrait arrêter un petit peu tout ça. Or, c'est la base électorale de Trump. Et il ne faut pas oublier que à la fin de cette année, il y a les fameuses élections de midterms, c'est-à-dire à moitié, à mi-mandat, comme on dit, et de ces élections va dépendre la fin de la présidence Trump. Ne l'oublions jamais. Si d'aventure les élections de midterms se soldent par une défaite cinglante pour Trump, la fin de son mandat, les 2 dernières années de son mandat seront très difficiles. D'abord parce qu'il aura perdu, s'il perd, mettons, s'il perd à la fois la Chambre des représentants et le Sénat, il sera vraiment très, très, très ligoté. Et en plus de ça, il entrera rapidement dans ce que l'on appelle la période dite du lame duck, donc du canard boiteux, c'est-à-dire la dernière année avant la fin du 2e mandat. On considère que le président est en bout de course, donc il perd de son autorité jour après jour puisqu'il ne peut pas être réélu. Voilà. Donc Trump est certainement très désireux, enfin plus que désireux que ne serait n'importe qui, de ne pas être battu aux élections de midterm pour pouvoir continuer à jouir de la plénitude de son pouvoir pendant encore toute cette année et toute l'année 2027 et peut-être un peu le début 2028. Voilà. Les choses comme ça. Donc, à mon avis, entre l'un et l'autre, Trump va essayer de jouer les équilibristes et donc essayer de faire peur à l'Iran pour satisfaire un petit peu les premiers, mais sans entrer en conflit, pour ne pas se mettre à dos les seconds. Voilà. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses. Alors on va voir ce qui va se passer. Il semble que Trump manie en permanence le chaud et le froid, qu'il serait d'accord pour discuter avec les Iraniens, etc. Face à lui, il a un pouvoir iranien qui a tenu bon dans la tempête, parce que là, on a vu ce qui s'est passé depuis le mois de janvier. Il y a eu cette opération de déstabilisation de l'Iran qui a été menée par les services de renseignement, la CIA, le MI6 britannique et le Mossad. On l'a vu. Donc, on a eu aussi une propagande extrêmement connue maintenant, très calibrée, pour lancer les opérations de révolution de couleur, avec toujours le même truc, le même scénario, des émeutes qui se répandent dans le pays. On décrit d'un seul coup les dirigeants comme des sanguinaires, comme Barbe Bleue. On décrit d'un seul coup qu'il y a des milliers, puis des dizaines de milliers de morts. Là, j'ai vu qu'on dit sur les réseaux sociaux qu'il y aurait 30 000 morts, 50 000 morts. On les a pas vus, enfin je ne sais pas, on les a pas vus. Je rappelle quand même que 80 000 morts, c'est le nombre de morts à Gaza, et ça sur 2 ans, donc, ou 3 ans. Donc moi je ne vois pas comment 2 jours on pourrait avoir une telle hécatombe en Iran sans que ce soit vu. On a eu des faux témoignages comme s'il en pleuvait, enfin des trucs exactement ce qu'on avait déjà vu lors du Maïdan en Ukraine, lors de la tentative de révolution en Géorgie, lors du printemps arabe, lors de ce qui s'est passé en Syrie. Tout ça, ce sont des choses qui sont connues. On l'avait vu aussi d'ailleurs au Venezuela, ce genre d'opération de révolution clé en main. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a d'ailleurs eu des choses très étonnantes, très intéressantes pour les spécialistes, c'est que notamment Starlink, le truc d'Elon Musk, il pensait pouvoir
envoyer donc de l'Internet directement sur l'Iran, mais en fait, les Iraniens se sont dotés de contre-instruments. Alors, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est les Russes, je ne sais rien, qui ont permis, à partir de là, de savoir qui était destinataire de Starlink. Donc, en fait, Starlink, c'est terrible, ça agit comme un mouchard qui révèle aux autorités où sont les opposants. Donc ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais une machine arrière. Voilà ce que je pense sur cette affaire. Je pense que les Iraniens sont assez subtils, qu'ils ne lâcheront pas prise, et que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le régime iranien est certainement minoritaire dans l'opinion publique en Iran, mais n'est pas ultra détesté comme un Macron en France. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit y avoir 35-40% de la population qui soutient le régime, ce qui est minoritaire. Mais s'il faut bien comprendre aussi que face à une agression extérieure américaine ou américano-israélienne, là, 80% de la population serait derrière, 90% de la population serait derrière le régime de Téhéran. Voilà. Conclusion. Je suis désolé pour les amateurs de sensationnalisme, mais disons, si je devais prendre un pari, mais évidemment, je peux être démenti dans 2 minutes, mais si je devais prendre un pari, je dirais quand même qu'on n'est quand même pas forcément au début de la Troisième Guerre mondiale. Qu'il peut-être y avoir une opération spectaculaire, hein, je ne dis pas le contraire, mais une opération spectaculaire qui ne serait que spectaculaire, voilà, qui n'entrerait pas dans une véritable guerre d'affrontement, un peu comme ce qu'on avait eu lors de la guerre des 12 jours.